Bonjour à tous, je suis Régis Guyon, je suis responsable du pôle médiation et expertise à l'Institut français de l'éducation à l'ENS de Lyon. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde de clôture du printemps des cités éducatives en compagnie de 3 membres du CNOE, du Comité national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives, quelque part pour faire pas le bilan du printemps, mais le bilan des cités depuis leur lancement il y a 2 ans à peu près maintenant, et puis pour tracer peut-être des perspectives pour l'année ou les années à venir. Alors j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Charrière, députée de la, bonjour, de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis et qui préside justement ce CNOE. Richard Meyrat, donc, qui est élu à Gennevilliers et qui est vice-président du réseau français des villes éducatrices, en charge des cités éducatives au titre de ce réseau-là. Et enfin, Étienne Butzbach, qui est vice-président de la Ligue de l'enseignement, en charge de l'éducation et du numérique, et qui anime aussi depuis quelques années le réseau mixité du CNESCO, donc le Conseil national de l'étude du système scolaire. Alors, avant toute chose, Madame Charrière, est-ce qu'on peut, pour que les choses soient bien posées, de présenter ce comité, ses missions, son rôle et qu'est-ce qu'il produit, on va dire, depuis sa création? Bien, ce comité, hein, il suit ces cités éducatives, cette belle ambition collective depuis sa création. Donc, il a été mis en place par 2 ministres, donc Jean-Michel Blanquer et Julien Denormandie, donc en novembre 2019. Et comme toute politique publique ambitieuse, il est important d'avoir une instance extérieure qui puisse regarder cette expérimentation avancée, l'accompagne, puisqu'on est vraiment, on construit cette doctrine, cette ambition, cette démarche au fur et à mesure. Donc ce comité, il est composé de 3 collèges d'experts issus des collectivités, du monde associatif, du monde institutionnel. Et donc on a produit un premier avis au moment où la crise était, le confinement arrivait. Et puis là, nos travaux aboutissent à un rapport qui va sortir dans les prochains jours avec une étude, des analyses et voir tout ce qui se met en place autour de ces cités qui est vraiment très riche et voir comment on va pouvoir capitaliser des choses sur ces expériences et dresser des perspectives et s'appuyer bien évidemment sur toutes les expériences terrain qui sont en train de se mettre en place pour apporter beaucoup plus d'expertise et continuer à avancer sur ce projet qui est une construction, à mon avis, de long terme parce que ça bouge beaucoup de choses. C'est un nouveau paradigme et j'ai beaucoup de confiance dans toutes ces actions qui vont se mettre en place. Alors justement, pour planter le décor, on en parlait du CNOE, maintenant les cités éducatives, on part du principe que ceux qui nous regardent connaissent, mais mettons que tout le monde ne comprend, enfin n'a pas tous les repères indispensables pour comprendre. Comment vous définiriez cette démarche des cités éducatives telle qu'elle, du coup, comme vous venez de dire, elle commence à se construire, à se poser progressivement depuis 2 petites années? Eh bien, en fait, c'est un concept qui sort des propositions qu'avait pu faire Jean-Louis Borloo au moment où il a remis son rapport, mais qui viennent de beaucoup plus loin, puisque dès 2005, à travers une loi, la loi sur la cohésion des territoires, il avait déjà travaillé sur l'importance que le territoire pouvait apporter dans sa contribution à la réussite des jeunes. Donc l'idée, c'est comment justement toutes les politiques publiques, toutes les actions que peut porter un territoire peuvent s'articuler avec l'école et du coup construire cette symbiose pour que toutes ces actions favorisent la réussite des jeunes. Donc c'est une dynamique très très complexe, une horlogerie très complexe à mettre en place sur un territoire. Du coup, Richard Meyrat, par rapport à votre poste d'élu aussi, par rapport, comment vous percevez cette démarche-là et en quoi elle peut se distinguer du coup des autres qui l'ont précédée et le côté un peu inédit de la proposition qui est faite aux acteurs. Alors évidemment, ce que vient de dire Sylvie est très très important, c'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle culture quand on réfléchit à ces cités éducatives, au niveau des territoires, au niveau des villes. La pratique tout à fait classique, c'est de bénéficier de dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a des missions d'accompagnement des territoires. Très souvent, ce sont des dispositifs qui sont là pour corriger ce que ne peut pas apporter le droit commun. Alors, on est tous égaux sur ce territoire, mais il y en a de plus égaux que d'autres.
Donc les politiques de correction se font au coup par coup à partir de problématiques identifiées et à partir de problématiques identifiées de construction de dispositifs qui sont des espèces de modes d'action clés en main, je vais dire. C'est-à-dire que tout est écrit et puis on y va, une cause, un effet, et puis on déroule ça. La cité éducative, c'est on va dire une copie qui est à moitié écrite. Elle est écrite dans sa philosophie, ce que vient de dire Sylvie Charrière, mais là où elle n'est pas écrite, c'est ce que le territoire va construire lui-même. Et là, on est sur quelque chose qui n'est plus une addition d'activités, mais on essaye de faire en sorte que cette addition devienne une somme. C'est-à-dire quelque chose qui ait de la cohérence et qui soit plus productif. Ça veut dire que les cités éducatives, ce ne sont pas des tranches de plus qu'on ajoute au millefeuille. Ce sont vraiment... c'est difficile de faire une cité éducative où il n'y a pas de potentialité. Là, l'idée, c'est que dans les territoires, il y a des potentialités qui se construisent. Et ces potentialités, il faut pouvoir en faire émerger un système. Et donc la cité éducative, c'est une approche, on dit un peu de façon technocratique, on dit systémique, mais c'est plutôt ça. Donc chaque acteur doit se retrouver être un acteur d'un système et non pas un acteur de sa propre mission extrêmement pointue. Est-ce que, Étienne, vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Richard Meyrad sur cette philosophie très englobante et en même temps avec sa marge d'écriture, de page blanche encore à faire? Tout à fait. Les cités éducatives sont une formidable ambition, c'est une formidable opportunité aussi pour les mouvements d'éducation populaire, les collectivités qui déjà depuis plusieurs années travaillaient sur des projets éducatifs de territoire au sens large du terme, au sens global du terme, l'embarquement finalement de l'ensemble de la communauté éducative, articulant l'éducation formelle, l'école, mais aussi l'éducation non formelle, tous les acteurs de l'éducation, et l'éducation informelle. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans la famille, on voit bien que c'est tout ça qui va concourir à l'enfant et aux jeunes à pouvoir se former et à être acteur de ces apprentissages. Donc pour nous, c'est cet élément-là. Alors il y a une chose très importante, c'est ce changement de paradigme qu'évoquait Sylvie, et le temps qu'il va falloir, parce que ça veut dire de formidables mutations culturelles dans chacune des institutions, hein, l'éducation nationale d'abord, mais aussi les collectivités, l'ensemble des acteurs, et que là, les cités éducatives, pour moi, c'est quelque chose de longue portée. C'est pour ça que Richard a raison à parler aujourd'hui. Vous évoquiez la question du bilan, on n'est pas au bilan, on est dans un point d'étape. Et la cité éducative reste encore largement à construire. Et l'important dans ces 3 premières années, c'est finalement donner envie, mais aussi de se dire c'est quand même un chantier à 10-15 ans si on veut véritablement que ça produise tous ses effets. Alors on pourra y revenir plus tard sur justement ce souffle long qu'il va falloir avoir pour que les choses s'installent et se consolident au fur et à mesure. Mais avant ça, et Richard Meyrad, je pense que c'est quelque chose qui nous semble et qui vous semble aussi important, c'est la question de l'enrôlement, c'est-à-dire comment cette politique prend par la main et accompagne, prend les professionnels, les acteurs, les habitants, et en fait quelque chose alors de systémique, si on veut, du point de vue horizontal entre les institutions, etc., mais aussi au niveau d'un projet, d'une équipe, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde trouve sa juste place aussi. Pour vous, quelles sont les modalités ou les leviers qu'il faut ou faudrait avoir pour que du coup ça soit bien une totalité et pas que quelques dispositifs comme vous venez de le citer? Alors c'est la question, moi je pense que c'est la question centrale d'une cité éducative. C'est-à-dire l'enrôlement, ça ne se décrète pas. Hein, c'est pas parce qu'on est tous des acteurs de l'éducation autour d'une table et ajouter les uns aux autres que ça provoque un système. Donc l'enrôlement, c'est pour ça que les budgets des cités éducatives sont moins faits pour construire de nouvelles actions extrêmement précises et sont plutôt faits pour résoudre cette question-là. C'est-à-dire comment faire à partir d'acteurs locaux, comment faire pour faire une construction collective. Tout à l'heure, je parlais de cohérence. La cohérence, ce n'est pas une ligne dogmatique qu'il faudra imposer à tous, mais c'est vraiment construire ces enrôlements progressifs. C'est une histoire longue. Quand je dis c'est une histoire longue, pour que les acteurs puissent travailler ensemble, il faut d'abord qu'ils considèrent qu'ils ont des choses à faire ensemble. La première chose, c'est que quand ils se repèrent autour d'une table,
il va falloir qu'il vérifie que le voisin n'est pas sur ses plates-bandes. Donc il y a déjà quelque chose qui ne va pas de soi. Mais tout en se mettant d'accord sur des objets de travail communs? Pas encore, parce que ce sont des acteurs qui ont des cultures, des histoires, des structures complètement différentes. Quand on prend les institutions qui sont construites en silos, c'est toutes des institutions institutionnelles classiques, mais elles ont leur culture propre et comment on va dire, leur feuille de route individuelle. Et elles vont chercher dans leurs voisins quelque chose qui va servir leur propre feuille de route. Donc pour sortir de cette feuille de route individuelle et puis partager, il faut, se connaître, mais pas se connaître que sur les feuilles de route, sur la langue, sur les cultures, voilà. Se connaître. Une fois qu'on s'est connu, il faut se reconnaître, en sachant que l'autre n'est pas un danger pour sa propre action, mais un levier éventuel. Et une fois qu'on a construit progressivement cette confiance, alors on peut commencer à bouger les pratiques. C'est-à-dire qu'on comprend que la limite de l'intervention d'une association, elle est liée au fait qu'elle va se retrouver un jour un peu seule et qu'elle va faire appel à d'autres. Et alors à ce moment-là, elle comprendra qu'elle n'est pas seule sur un territoire. Ça ne se décrète pas. Il faut du temps pour le construire. Et ça ne se construit pas que de l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut aussi des budgets qui permettent d'utiliser des tiers experts extérieurs qui vont venir nous observer, analyser, nous donner des leviers pour progresser. Et pour moi, l'évaluation, ça fait partie de ce dispositif-là, c'est-à-dire un outil qui nous permet de nous accompagner dans la construction d'un commun. Donc justement, c'est ce que je voulais voir avec Étienne sur justement le rôle que l'évaluation peut jouer, non pas pour être dans le contrôle et la vérification, ce qui pourrait être un peu tétanisant par rapport aux objectifs qui sont donnés, mais de bien d'être un repère, ou en tout cas une régulation de ce qui est fait, pour accompagner la pratique et voir justement s'il y a des frontières qui peuvent être passées, s'il y a des objets communs qui peuvent être identifiés, et comment tout ça peut être progressivement mis au travail collectivement. Alors, l'enrôlement, c'est un défi majeur, hein, comme le disait Richard. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, il faut bien le dire. Mais c'est normal. J'ai évoqué la question du processus. Et le problème, c'est d'enrôler l'ensemble des acteurs. Quand je dis bien l'ensemble des acteurs, c'est non seulement les enseignants, mais l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, les personnels qui ne sont pas les collectivités, des associations, mais aussi les familles, et puis bien sûr les enfants et les jeunes, hein, qui sont aussi des acteurs au premier chef et qui devraient avoir non seulement le droit à la parole, mais aussi être des acteurs pris à part entière. Et il y a au moins, on a identifié au niveau de CNOE 5 piliers, alors 5 leviers. Alors il y a l'évaluation, hein, une conduite de l'évaluation qui soit bien une démarche qui d'abord s'appuie beaucoup sur l'auto-évaluation et qui implique justement ces acteurs dans l'ensemble de leurs composantes. Et certaines cités ont commencé d'ailleurs, mais on voit bien que c'est très disparate pour le moment et que tout l'enjeu des années à venir va être comment on installe dans le paysage de l'intervention cette question d'évaluation. C'est aussi la question des observatoires, hein, c'est aussi la question des recherches-actions, c'est aussi la question de la communication. Hein, et puis aussi la question des formations, je voulais y revenir, et notamment les formations conjointes ou les formations intercatégorielles ou des formations qui incluent d'ailleurs des parents. Enfin, on voit bien là, à mon avis, ça sera un des outils, et certaines cités l'ont bien compris puisqu'elles ont déjà tenté de mettre en place ces formations qui sont difficiles parce que c'est interinstitutionnel, c'est quelque chose qui dépasse les cadres dans lesquels d'action actuelle. Oui, c'est comme un révélateur de ce qui était dit avant, c'est-à-dire pour pouvoir se réunir, il faut réunir les conditions pour pouvoir se réunir et du coup accepter que les règles des autres soient prises en compte, enfin les contraintes des autres soient prises en compte pour faire du commun. Et il y a un autre aspect dans cette question de l'enrôlement, etc., c'est la manière de faire réseau entre cités. Et surtout, là, on est sur 80 sites, puis 46, peut-être bientôt 200. Enfin, c'est la perspective. Et du coup, comment on anime? Il y a des groupes de pilotage, il y a des instances qui se créent comme ça. Mais du coup, comment on peut imaginer aussi que ce réseau-là soit un réseau pour se consolider, pour échanger entre pairs, j'allais dire, de site à site, et consolider encore une fois les choses en les faisant, en progressant. Ça, c'est un des gros autres enjeux des cités éducatives. C'est comment on construit nourrit cette intelligence collective, comment on capitalise les pratiques inspirantes, comment on les diffuse
Donc le numérique est un bel outil pour ça, mais voilà, au niveau de l'Agence nationale de cohésion des territoires, il y a tout un travail sur l'animation, sur des temps de formation, sur la mise en place de groupes de pilotage thématique qui rassemblent justement des communautés d'intérêt, puisqu'on a des cités éducatives qui ont, voilà, dans le projet qu'elles ont construit, se sont donné des colonnes vertébrales, des axes forts. Et donc par rapport à ces axes forts qui peuvent être le numérique, le sport, la citoyenneté et bien d'autres sujets, il y a des communautés d'intérêt qui se sont constituées, qui sont animées et qui justement vont échanger autour par exemple, du numérique, des open badges, comment les open badges peuvent aider à structurer une démarche. Voilà, donc il y a vraiment des choses complètement concrètes qui fait que beaucoup de cette expérience et ces bonnes pratiques qui se mettent en place sur le terrain, peuvent effectivement nourrir tous les enseignants, mais pas que tous les enseignants. C'est-à-dire, il y a effectivement tout le tissu associatif qui travaille aussi sur le terrain, comment cette convergence de pratiques peut se mettre en place et du coup se diffuser à travers toutes les cités. Donc voilà, plus il y en aura, j'ai envie de dire, plus l'expérience se nourrira. Parce qu'on peut imaginer des réseaux, alors je pense que ça existe de façon peut-être informelle justement, mais des réseaux à l'intérieur d'un département, d'une métropole, d'une région, je ne sais pas, où par proximité, on se parle et on se connaît. Il y a aussi cette interconnaissance-là et on parle de ces réalités ou des difficultés qu'on peut rencontrer sur certains aspects ou d'autres, ou des réussites que l'on a évidemment. Mais du coup, c'est vraiment cette convergence-là qui pourrait se faire à l'échelle de la proximité. Tout à fait. Donc là, il y a aussi ces convergences géographiques. Donc par exemple, sur l'Île-de-France, voilà, il y a eu beaucoup de moyens mis en place justement avec un coordonnateur spécifique qui travaille sur ces animations à l'échelle de l'Île-de-France. À Marseille aussi, donc dans où il y a beaucoup aussi de cités éducatives, puisque je pense pour l'instant il y en a 6, mais ça va être un peu plus. Donc là aussi, il y a une coordination qui s'est mise en place. À Lyon aussi. Mais ça, c'est aussi quelque chose que l'on pointe à travers les travaux que l'on a menés et les conclusions qu'on portera, c'est qu'il y a aussi des cités qui sont un peu orphelines. Donc voilà, elles aussi, c'est pour ça que le travail justement que peut porter la NCT aussi sur l'animation plus nationale a un intérêt aussi pour ces cités qui ne peuvent pas se rattacher à une métropole ou à un plus gros groupe. Et on peut penser pour celles qui arrivent, les nouvelles, qu'elles puissent bénéficier quand même aussi du capital acquis, de l'expérience acquise depuis un an par les autres, j'allais dire anciennes, c'est beaucoup dire, un an de plus. Quoi, Tout à fait, il y a une forme de parrainage sûrement qui va se mettre en place. Puis c'est un peu aussi l'objectif du rapport qu'on va sortir pour dire un peu par rapport à la photo à l'instant T des cités qui ont quand même démarré, il faut le reconnaître, dans des conditions difficiles avec la crise sanitaire. Voilà déjà un petit peu les avancées et aussi les perspectives et les premières préconisations qu'on peut avoir. Non, un des enjeux, je pense, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, ça va être la stabilisation, justement, un peu des dispositifs qui ont été mis en place. Je crois qu'actuellement, dans le contexte très compliqué qu'on a eu, avec la nécessité aussi de revenir parfois en présentiel, parce que c'est quand même aussi un moyen de multiplier les échanges, c'est la question des groupes pilotes, comment cette question monte en puissance, la question de la plateforme, les rencontres régionales, la façon dont se structurent les choses. Et au niveau du CNOE, on va être assez attentif sur la façon dont on peut arriver à stabiliser les choses, parce qu'il ne faut pas non plus construire une usine à gaz et il ne faut pas épuiser les cités dans les sollicitations incessantes. Donc il faut voir comment on arrive à gérer cette temporalité de montée en compétence des cités. Alors peut-être sur cette idée-là, c'est qu'on ne doit pas reproduire dans des réseaux d'un autre niveau ce qui se fait sur le terrain, c'est-à-dire je ne pense pas que les cités ont besoin qu'on leur fasse des propositions exemplaires entre elles, c'est-à-dire machin réussit ça, etc. Ça, c'est pas peut-être tout à fait le sujet. Puisqu'on demande que les cités construisent sur le terrain des leviers d'intervention, évidemment, ces cités-là vont nous demander à un niveau plus transversal et plus haut d'avoir des leviers sur leur fonctionnalité. C'est-à-dire, ce qu'on va leur demander quand elles vont échanger entre elles, ça n'est pas de nous montrer des jolies pratiques, mais c'est de nous dire quelles sont les limites dans ce qui a été pensé. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui structurellement ne permet pas certains développements et quelles sont les limites structurelles. Et pour moi, la solidarité des cités éducatives à ce niveau-là, elle doit se situer à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, tout a été pensé de façon théorique,
ça se met en place sur le terrain doit avoir la possibilité de répondre à cette modélisation pour nous dire ce modèle est pertinent là, il n'est pas pertinent là. Et si on veut que ça puisse se pérenniser sur l'avenir, il faut construire des modélisations qui soient acceptables pour le plus grand nombre et qui soient des leviers de développement réel, quoi. Alors, je pense qu'il y a un autre sujet. Sur l'enrôlement, c'était vraiment un sujet important. L'autre, et ça a occupé beaucoup les mois et l'année ou les 2 ans qui précèdent, c'est la question du pilotage, de la mise en place des troïkas dans chaque cité, avec cet équilibre à trouver. Donc ça rejoint un peu cette question entre les services de l'État et les collectivités locales. Du coup, quelle est votre analyse là, au bout de quelques mois de pratique de ces troïkas, sur cet équilibre-là et la nécessité de bien l'asseoir pour que tout le monde s'y retrouve ensuite, puisque le pilotage conditionne quand même beaucoup de choses derrière. Richard Meyrat. Alors, entre ce qui a été pensé de façon théorique, qui serait dans un monde idéal, et ce qui a été mis en place, c'est évidemment corrélé à des contraintes objectives qui sont ne serait-ce que les institutions. Je pense que il faut bien savoir que ces cités éducatives, elles n'arrivent pas de l'éducation nationale, elles arrivent du ministère de la Ville. Ça en dit long. Ça veut dire que le ministère de la Ville, quand il fait de la rénovation urbaine, se rend compte qu'il fait de la rénovation urbaine, mais il a du mal à enrôler le secteur de l'éducation. Et pour lui, c'est une limite terrible. Et donc, pour enrôler le secteur de l'éducation, il va avoir 2 niveaux d'intervention. Un niveau d'intervention qui est théorique, c'est-à-dire quel est le modèle théorique qu'il nous faudrait, et un niveau d'intervention pratique qui ferait qu'est-ce qui fait que les acteurs vont accepter de le faire. Et donc, du coup, la gouvernance dépend de ça. C'est-à-dire, si on veut enrôler des acteurs, il faut leur donner les clés du camion, entre guillemets. Il faut qu'ils aient la sensation de pouvoir avoir des marges de manœuvre sur ce qui se passe. Et donc, la gouvernance, à mon avis, elle est construite déjà là-dessus. Et quand elle est construite là-dessus, elle va donner tout de suite des limites. Et c'est ces limites-là qu'il faut pouvoir aborder maintenant. Donc Sylvie Charrière, vous, comment vous voyez cette question de ces troïkas, de cet équilibre qui se construit en se faisant, mais qui est nécessaire et indispensable pour que cet équilibre soit bien posé et que les gens comprennent un petit peu les enjeux dans lesquels ils se retrouvent? Moi, je rentre dans les cités éducatives de par le métier que j'exerçais avant d'être députée, justement avec cette notion de se dire, quand on est effectivement enseignant chez l'établissement dans un collège REP+, bien évidemment, le jeune, on l'aborde à 360 degrés. Et que cette continuité, ce qui se passe en dehors de l'école, forcément a un impact sur ce qui se passe dans l'école, et qu'à un moment, bien évidemment, le territoire peut être, de par ses richesses, de par son tissu associatif, peut aider l'école à mieux faire réussir le jeune. Et donc cette articulation, elle est essentielle. Mais elle ne va pas de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la culture professionnelle du monde enseignant, parce que à la fois on dit que l'école est un sanctuaire dans le sens où elle est censée protéger le jeune, mais là pour le coup, on demande justement à l'enseignant de s'ouvrir et de se dire je vais travailler avec de l'associatif à l'extérieur, je vais faire un pont avec l'association qui fait de l'aide aux devoirs, je vais faire un pont avec le conservatoire qui peut accueillir des jeunes et qui a une politique d'intégration par rapport à la musique. Voilà, c'est comment du coup ces liens dehors, dedans se structurent, et ça demande effectivement de la cohérence. Ça demande par exemple au chef d'établissement aussi un changement, une ouverture sur le monde de la politique de la ville qui n'est pas du tout dans forcément son ADN, avec ses connaissances, sa formation. Donc là, on bouscule beaucoup de choses, ce qui est très compliqué. Étienne Dusbach, par rapport à... Parce qu'il y a 2 personnages finalement, ou deux figures qui ont émergé, celui du chef d'établissement, enfin tête de file, et le chef de projet opérationnel, alors qu'on répartit plutôt éducation nationale et ville, pour faire court, et c'est assez... Et du coup, voilà, cette organisation non pas de la gouvernance ou du pilotage, mais du coup de l'organisation de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à planifier, de l'activité à produire, avec les objets, je reviens dessus, mais les objets à mettre au travail en commun, etc. Comment vous percevez ces 2 figures-là, ce rôle-là,
Encore une fois, après, c'est quelques mois, j'allais dire années, c'est pas encore tout à fait vrai, mais quelques mois de mise en activité. Bon, il faut bien qu'on voit que derrière cette question de pilotage, il y a au moins 3 grandes questions. Hein. Celle du partenariat institutionnel, je vais revenir, celle de la comitologie, et puis celle aussi des échelles, hein, puisque les cités éducatives sont aussi très variables entre celles qui relèvent l'ensemble d'une commune, Mantes-la-Jolie, celles qui plusieurs collèges d'un secteur, 3 cités éducatives à Marseille, et puis celles qui sont beaucoup plus situées. Donc il faut bien voir qu'il faudra traiter aussi ces questions d'échelle. Hein, la comitologie, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est les groupes de travail et les comités de pilotage. En ce qui concerne le partenariat institutionnel, ce qui me semble extrêmement novateur dans les cités éducatives, c'est que dans cette approche territoriale des politiques éducatives, on avait les PEDT. Sauf que les PEDT, ils étaient partis sur les rythmes et beaucoup sur le périscolaire. Et souvent, l'éducation nationale n'était pas dans les PEDT, ce qui est un problème, parce qu'il ne peut pas y avoir un projet éducatif de territoire sans que l'école ne soit de plein pied aussi dans cette affaire. Donc je crois que l'idée du chef de file, enfin de mettre plein pied l'éducation nationale, on a vu Thierry Tesson, l'application de la DGESCO, etc., est quelque chose d'essentiel. Hein. Mais il faut faire attention à un premier écueil, c'est la question du scolarocentré. C'est de faire que dire, la cité éducative ne peut pas être seulement la question de l'école, même si elle est, je répète, très importante. Et puis sur le chef de file se pose le problème effectivement de son positionnement. Je pensais bien d'avoir quelqu'un de légitime au sein de l'éducation nationale, chef d'établissement, mais le chef d'établissement il est très pris par définition. Il faut voir aussi comment, dans certaines cités, il y a des coordinateurs éducation nationale qui, aux côtés du chef de file, appuient cette chose-là. Et il me semblait important, il nous semble important au niveau du CNOE, qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire que les collectivités puissent aussi, dans le fameux troïka, il y a un binôme opérationnel qui est d'un côté le chef de file et l'équipe éducation nationale, mais aussi il me semblait que le chef de projet opérationnel, même s'il doit être surplombé, enfin la cité si je puis dire, mais doit être plutôt situé au sein des services communaux. Hein, ça peut être d'ailleurs, il y a des fois des personnels détachés de l'éducation nationale, mais qui sont quand même au sein des services, parce qu'il me semble que la fonction d'assemblier justement entre l'école et le hors-école, c'est quand même la collectivité territoriale qui est quand même un peu le chef d'orchestre, avec dans les collectivités territoriales une attention aussi au fait de ne pas non plus complètement communaliser la cité éducative, parce qu'il y a aussi le département, il y a aussi la région. Hein, on a bien vu qu'au niveau des collèges, il faut embarquer le département. Hein, et au niveau de la région, c'est tout le problème des 16-25, qui est souvent un peu le trou noir de la cité. Donc je pense qu'il y a... alors, dernier écueil, ça peut être, j'ai parlé du scolarocentré, il y a aussi la municipalisation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le problème des associations, qui ne sont pas des prestataires, qui sont aussi des partenaires. Et le problème, c'est d'avoir aussi de vraiment donner corps à cette communauté éducative. Il y a du travail. Alors, je me permets de prendre au vol 2 petites questions, parce que du coup, qui me paraissent être en accord, c'est-à-dire on parlait de l'enrôlement, donc j'y reviens, mais du coup, c'est une boucle qu'on est en train de faire malgré tout, sur l'enrôlement alors j'allais dire des acteurs, en tout cas de ceux qui travaillent avec les enfants, les élèves au quotidien, c'est-à-dire les enseignants ou les animateurs, etc. Et puis, comment parce qu'il y a les millefeuilles dont on parle souvent, mais là, on parle de chefs d'établissement plutôt posés collège, second degré, mais avec le premier degré, donc des IEN, des conseils pédagogiques, etc. Et donc, du coup, on voit bien cette complexité, qui peut être une richesse, évidemment, hein, mais de voir comment ces emboîtements-là, qui sont propres à chaque institution, se retrouvent pris dans ce projet-là à contribution, enfin, amenés à contribuer, mais avec des rôles qui sont sans doute à définir au fur et à mesure que les choses se posent. Je ne sais pas qui veut... Oui, alors l'enrôlement commence à partir du moment où chaque acteur se situe comme un élément d'un ensemble cohérent. Hein, c'est-à-dire que ce dont vous parlez, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire que vous parlez d'un collège, d'une école, d'une maternelle, de circonscription, et qui sont le même monde. Déjà, ce même monde a déjà du mal à s'emboîter, comme vous le disiez. Imaginez ce qui peut se passer en dehors de ce monde-là. Faut s'emboîter avec d'autres institutions. C'est difficile, mais ce n'est pas le plus difficile. Le difficile, c'est d'enrôler tout ce qui n'a pas un caractère institutionnel. Tout ce qui n'a pas un caractère institutionnel, ça commence par ce qu'on appelle les familles. Tout le monde parle des familles comme si c'était un ensemble en soi, homogène, comme si on pouvait le percevoir comme on perçoit une institution. Or, c'est pas parce qu'on a un enfant et qu'on s'appelle une famille qu'on a quelque chose à voir avec le voisin qui a un enfant. Donc le partenaire famille, qu'on espérerait bien être quelque chose d'homogène, n'existe pas en tant que tel. Et lui, il faut lui trouver une place dans un dispositif de cette nature-là. C'est une vieille histoire. C'est une histoire qui ne vient pas des cités éducatives, mais c'est une vieille histoire, c'est-à-dire l'enrôlement des familles. Et ça, c'est par exemple une thématique
qui est intéressante, pas parce qu'on va trouver la solution, mais parce qu'elle va bousculer. Il suffit de la poser comme ça. Oui, pour comme un montrer objet sur lequel on va travailler justement. La poser comme ça pour montrer combien ça bouscule les cultures institutionnelles existantes. Oui, avec deux remarques. D'abord, cette question des familles doit être traitée de façon transversale. Ce n'est pas un groupe de travail famille. C'est comment, dans chacun des secteurs d'intervention, la famille et les parents sont impliqués. Je crois que ça, c'était quelque chose. Mais il me semble que d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'aspect le plus faible au niveau des sites éducatifs. Je crois que cette obsession, mais légitime, du travail sur la parentalité, ou enfin plutôt les familles et les parents, est quelque chose qui est assez au cœur. Je voulais en revenir très rapidement sur l'histoire de comment on fait pour réellement faire que la troïka fonctionne. C'est-à-dire au-delà du principe qui est de dire il faut qu'il y ait le préfet, enfin le représentant du préfet, l'éducation nationale, etc. Comment ça peut s'incarner dans la mesure où on voit bien que dans chacune de ces institutions, ça fonctionne des fois aussi en silo, chacune de ces institutions. Et moi, il me semble que, par exemple, un des éléments importants, c'est les équipes projets, ce qu'on appelle les équipes projets, ou le comité technique, qui est cet échelon intermédiaire entre le comité de pilotage, où c'est le maire, le préfet, enfin qui est le comité politique, le comité technique, dans lequel il est intéressant qu'il n'y ait pas seulement forcément le chef de file ou chef de projet opérationnel, mais à côté du chef de file, vous l'évoquez, les IEN par exemple, parce que c'est important d'avoir le premier degré, voire effectivement quelqu'un du second degré, les lycées, parce qu'on a le 16-25 et qu'on voit bien que là on a un vrai sujet. Et puis du côté de la ville aussi, qui est différentes entrées, l'entrée territoriale, mais l'entrée éducation, de la même façon qu'il est intéressant d'avoir la CAF. Et je répète, la question du département, parce qu'il me semble aussi importante. Et puis à terme, parce que souvent la région était un petit peu en deçà de la main, mais on voit bien comment se dessine progressivement. Ça va être le travail de cette année au niveau aussi du CNOE, de voir comment, en étant pragmatique, parce qu'il faut partir aussi des réalités locales, la cité éducative marchera si réellement les acteurs s'en saisissent. Et là aussi, il faut faire très attention aux injonctions ou à la question normative. Il faut plus des référentiels que de la norme. Alors justement, je voulais qu'on aborde, il y a des thématiques transversales qu'on retrouve dans beaucoup de projets, etc. Et la cité, c'est 0,25 ans. Et voilà, je voulais qu'on évoque l'âge 16-25, les plus âgés, les plus grands, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de la scolarisation obligatoire, et qui paraît, alors pour des raisons aussi peut-être de présence des collectivités qui sont absentes, présentes, ou voilà, convoquées, invitées à contribuer, etc. Et du coup, qui paraît un peu en creux, et peut-être moins au cœur des projets, des cités, etc. Et alors, je sais que c'est une préoccupation qui est la vôtre. Vous aviez remis un rapport il y a 1 an et demi maintenant sur l'obligation de formation des 16-18 ans. Et du coup, comment vous percevez cet enjeu-là pour qu'il s'installe, qu'il s'impose d'une certaine manière et qu'il prenne vie à l'avenir dans les cités? Là, notre souhait, ce serait effectivement qu'il y ait un focus qui soit un peu plus mis par les cités éducatives sur cette tranche d'âge, parce qu'en ayant positionné au niveau de l'éducation nationale le principal de collège, même s'il s'occupe de l'orientation des jeunes vers la seconde, c'est aussi tout un domaine qui ne fait pas partie de ses références, puisque lui, il a plus un rapport avec le département par rapport à la gestion de son établissement. Donc, c'est un contact plus départemental. Donc, il y a deux angles morts. C'est aussi le monde économique, parce que le monde économique doit aussi être un acteur important qui doit être très vite identifié et qui n'est peut-être pas assez, à mon sens. Parce que quand on parle orientation, quand on parle stage, quand on parle stage de 3e, quand on parle alternance, quand on parle offre de formation, quand on parle mentorat, voilà, on a de plus en plus d'entreprises qui font du mécénat de compétences, qui se lancent, qui prennent leurs responsabilités sociétales à cœur, et voilà, ne pas s'occuper, ne pas prendre en considération et ne pas avoir autour de la table le monde économique serait une grande lacune pour travailler justement sur cette obligation de formation des 16-18. Et évidemment, la région. Il faut absolument que nos cités éducatives interpellent les régions sur l'offre de formation, puisqu'elles seront responsables de l'offre de formation à la fois dans les lycées, enfin, en lien avec l'éducation nationale, mais aussi dans l'offre de formation préqualifiante qu'elles vont proposer sur le territoire. Donc voilà, c'est une grosse piste de travail, je pense, pour nos cités, parce que voilà, elles ont beaucoup de choses à mettre en place et à mettre en œuvre. Donc voilà, chaque jour suffit sa peine. Mais voilà, en plus, l'obligation de formation des 16-18 ans a été votée dans la loi. Elle est en œuvre depuis septembre dernier.
Voilà, on a eu la crise, le plan Agenda de Solutions a apporté un peu plus d'aide dans cette mise en œuvre, puisqu'il y a des moyens qui ont été mis en place sur l'insertion par l'activité économique, la formation de l'AFPA. Enfin, il y a tout un tas de briques qui ont été offertes grâce à ce plan ambitieux de relance et ce plan jeune, dont aussi nos cités doivent s'emparer. Mais on voit bien que le raisonnement sur le bac-3, bac+3, qui se forme comme un continuum du coup aujourd'hui, enfin bon, c'est pas que aujourd'hui, mais qui s'impose un peu dans ce raisonnement-là aujourd'hui avec la réforme du baccalauréat, de Parcoursup, etc. Et qu'on ne peut pas raisonner finalement si on veut aller vers cette tranche d'âge des 16-25, si ces éléments-là sont pas pris parce qu'il y va. Alors je pense que c'est une thématique qui se trouve un peu derrière de la mobilité pour l'emploi, mais la mobilité aussi des études géographiques, etc., etc. Oui, Richard Meyrat. Très rapidement, pour simplifier le propos, on vient d'expliquer que la cité éducative était quelque chose de très complexe, mais de mon point de vue, on a commencé par le plus facile. Quand je dis qu'on a commencé par le plus facile, on s'est intéressé, on va dire, à ce qu'on appelle les publics captifs. Tant qu'on est dans les publics captifs, c'est compliqué, mais c'est facile, entre guillemets. Au-delà de 15 ans, c'est terminé, les publics captifs. C'est terminé, donc là, la procédure va être complètement différente. Et on peut toujours se raccrocher à des modèles qui sont ceux qu'on a dans les publics captifs. Ceux-là ne sont pas pertinents et pas opérants. Donc, après 15 ans, il faut retravailler la question de comment on les repère, comment on les atteint, quelles sont leurs diversités. Et là, on n'est plus du tout dans un raisonnement simple. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc là, cette phase qui est celle des 15-25 ans, parce que c'est 15-25 ans quand même, c'est quand même une phase qui aujourd'hui doit se construire complètement dans un modèle qui n'est pas le même. Mais du coup, parce que c'est une question qui arrive sur le chat du coup de cet ordre-là, mais du coup, est-ce que la présence d'un proviseur de lycée, je ne dis pas s'il est général ou technologique ou professionnel, peu importe, est-ce que la présence d'un proviseur, parce que toutes les cités n'ont pas un lycée non plus dans leur périmètre, mais la présence d'un proviseur peut pas non plus, alors sans segmenter les choses, mais que cette question-là, en tout cas, soit bien incarnée. C'est l'augmentation des publics actifs jusqu'à ceux qui sont au lycée. Ceux-là, on ne les a pas encore vraiment attrapés. Mais une fois qu'on les aura attrapés, il restera les autres. Non, mais sur cette question très précise, j'ai un exemple en tête à Mantes-la-Jolie où, à la demande de la collectivité, d'ailleurs, un proviseur a été mis adjoint dans l'équipe. Alors, le proviseur, c'est pas lui qui va gérer l'ensemble du problème, mais c'est lui qui peut, avec le groupe de travail thématique sur ces questions, le PRIGE, tous les dispositifs qui existent sur les 16-25, peut travailler. Je voulais juste dire que cette préoccupation des 16-25 est essentielle, mais il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que le problème du décrochage, c'est d'abord le raccrochage. Et moi, je pense qu'il y a 3 grandes pistes d'action qui sont essentielles, à mon avis, pour les cités éducatives dans les mois qui viennent et les années qui viennent. C'est les questions de mobilité. Alors, il y a les vacances, il y a les classes découvertes, les classes nature, la classe dehors, enfin là-dessus. C'est la question de l'aide au travail personnel, qui ne se résume pas à devoir faire. C'est d'abord dans la classe, ça interroge dans la classe, dans l'établissement, mais aussi l'accompagnement à la scolarité, qui n'est pas forcément sous une forme scolaire. Je veux dire, et ça rejoint une 3e préoccupation, c'est la question du sport et de la culture. Je pense que là, il y a 2 enjeux majeurs. La culture, parce que c'est aussi cette ouverture. On a vu à travers le chaos des mots à la fois tout à fait l'intérêt de voir d'où on part et le travail qu'il y a à faire. Mais je crois que là, il y a un enjeu majeur. Et puis sur le sport, parce que c'est tout le problème du rapport au corps, du rapport aussi, et derrière ça, c'est le rapport égalité filles-garçons, c'est des questions de sexualité, c'est toute une série de questions extrêmement... L'activité physique, les problèmes de sédentarité. Donc on voit bien comment, là, ce sont des questions très urgentes à prendre à bras-le-corps, et là où la fonction de transversalité des cités peut être tout à fait intéressante à mettre en œuvre. Sylvie Oui, parce qu'effectivement, on est complètement sur l'axe, le travail sur le décrochage, et qui est un axe qui doit être aussi un souci permanent, c'est évident, complètement. Et l'orientation. C'est pour ça que je parlais de la mobilité, parce que quand on est en fin de collège et que se pose cette question déjà d'une forme de mobilité, c'est-à-dire on doit sortir d'un espace pour aller se projeter dans un autre, quand on arrive vers le supérieur post-bac, se repose cette question-là, etc. Donc cette question de la mobilité est aussi une question qui doit être accompagnée, prise en compte, notamment pour ces élèves-là. Travailler très tôt. C'est voilà. un gros non, sujet. je ne dis pas le contraire, mais ça devient plus aigu à ce moment-là.
cette mobilité, je me rappelle d'un déplacement qu'on avait fait à l'époque avec Vincent Léna, donc, qui était quand même l'initiateur de ces cités, sur Allonne. Et je vois toujours ce pont. Et pourtant, Allonne, je pense que c'est dans la banlieue du Mans. Et franchir le pont, symboliquement, c'était difficile pour ces jeunes. Cette mobilité sociale, elle est importante, mais elle n'est pas que sociale. Alors, ça s'améliore grâce justement à tout le projet culturel, effectivement, comment on bouge, comment on s'ouvre, mais pas que. Moi, j'ai rencontré récemment le représentant du Crous de Créteil qui me disait que, comme on manquait de logements étudiants, en fait, on avait beaucoup de jeunes qui s'arrêtaient au BTS parce que c'était une formation à proximité dans le lycée, et que parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se loger, ils n'allaient pas en université, ils n'entamaient pas des séquences longues. Donc, l'intérêt aussi des cités éducatives, c'est aussi, et c'est ce qu'on espère qu'elles nous feront remonter, tout un tas de bloquants structurels. Elles doivent aussi bousculer les politiques publiques et interpeller les élus, le gouvernement, sur des freins qu'elles identifient. Oui, une politique territoriale, c'est pas l'assignation, quoi. Alors, on va arriver à la conclusion de cette table ronde. Alors, je vais simplement, il nous reste quelques minutes. L'enjeu qui, pour vous, on a parlé de beaucoup d'enjeux différents. Hein. On n'a peut-être pas été exhaustif d'ailleurs, mais en tout cas, on a balayé assez largement la question. Et du coup, si pour l'année à venir, en espérant que la pandémie soit derrière nous, qu'on retrouve, j'allais dire un cours normal, il ne sera peut-être pas normal puisqu'on aura vécu ça avant, mais un cours normal de mise en œuvre avec des choses qui sont peut-être plus faciles à réaliser. Quel serait pour vous l'enjeu, pas 2, pas 3, hein, l'enjeu, mais l'enjeu qui est déterminant pour vous pour l'année prochaine, à partir de la rentrée de septembre, pour vous, pour le CNOE, pour le regard que vous portez sur cette démarche des cités éducatives. Déjà, un travail de conviction. Je pense qu'on porte très fort cette ambition. Je pense que, comme l'a dit tout à fait Étienne tout à l'heure, c'est une politique qui va demander, c'est une structuration de cette démarche qui va demander du temps. Je pense qu'il faut déjà que les gens soient convaincus que ce n'est pas un dispositif, qu'il faut qu'il y ait une volonté d'un territoire et que il faut qu'on rentre dans une démarche il y a forcément aussi des passages obligés dans cette démarche, ce qu'on appelle nous le cahier des charges, mais que il faut du coup que cette politique perdure. Donc moi, mon souhait, c'est qu'effectivement, parce qu'on n'aura pas des indicateurs immédiats de réussite, parce que construire la réussite d'un jeune, ça prend 25 ans, et qu'on prend le problème depuis le départ, c'est-à-dire pratiquement depuis la naissance. Donc les résultats quantitatifs, ils ne seront pas immédiatement visibles. Par contre, l'adhésion, la mise en dynamique d'un territoire, ça, nous, déjà, on le constate sur le terrain. Donc arriver à se dire que cette politique va perdurer et qu'elle dépassera 2022, pour moi, c'est déjà un grand enjeu, parce que je pense que c'est un formidable levier de réussite de nos territoires. Pour moi, l'enjeu, j'en ai déjà décrit un certain nombre, hein, donc pour moi, c'est déjà l'appropriation par les acteurs de ce qu'est la cité éducative, et donc les formations. Je pense que la question de la formation des acteurs, c'est un levier essentiel pour pouvoir progresser dans cette appropriation. Et moi, ce serait d'être capable de faire remonter la limite du raisonnement tel qu'il a été posé à l'origine et à quoi il se coltine aujourd'hui comme limite, c'est-à-dire avoir la capacité de faire remonter des cités éducatives ce qui est de l'ordre des freins et qui ferait qu'on pourrait progresser sur leur roulement si ces freins étaient levés. En les identifiant, du coup. En les identifiant. Je vous remercie. Ce qui peut être modélisé, quoi. Je vous remercie tous les trois pour ce temps d'échange très intéressant sur ce temps de clôture aussi du printemps des cités éducatives. Je vais la clore maintenant et je vous annonce dans quelques minutes que Nadia Hay, le ministre délégué en charge de la ville, sera présente sur ce plateau pour clore ce printemps des cités éducatives. Je vous remercie. Merci.
Je m'appelle Massissé. Maguette. Mohamed. Je suis en CM2B. Je suis en 6e. Je suis en première SPVL. J'aime bien mon quartier. C'est ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On fait plein d'activités. On fait du sport. On va à la bibliothèque. Des activités manuelles, artistiques. On fait aussi nos devoirs. Moi, j'aimerais être infirmière. Maîtresse pour les maternelles. Pompière. Éducatrice sportive. C'est tous les acteurs de quartier. Services de l'État. École. Collège. Parents. Professeurs. Partenaires. Communauté éducative. Associations. Entreprises. Lieux culturels. On travaille ensemble pour faire grandir nos enfants. Et nous aident à réaliser nos projets. Améliorer la prise en charge socio-éducative de nos jeunes jusqu'à 25 ans dans nos quartiers les plus défavorisés est notre priorité. Il nous semble important de développer la coopération entre tous les acteurs autour d'un projet éducatif partagé. S'adapter aux réalités du quartier, de ses acteurs et de ses habitants. C'est la clé de la réussite pour nos enfants. La cité éducative, c'est une nouvelle méthode, un nouvel élan dans le renforcement des coopérations entre les acteurs des quartiers. La cité éducative, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous tous.